Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. HK Today, c'est un magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes le 26 février 2026, dans un numéro que j'appelle un numéro spécial. Spécial puisqu'il est spécial. Vous allez vous rendre compte que le numéro est spécial puisque je ne suis pas seul dans cette émission. Je suis avec une personne spéciale. Je vous invite à suivre cette émission avec beaucoup d'attention et à la fin, vous allez vous dire que vous avez été édifiés tout au long de l'émission. Merci à vous tous qui nous aimez, qui avez choisi cette émission pour vous informer. Partagez nos émissions, parlez de nos émissions aux autres personnes et nous vous sommes toujours très reconnaissants comme toujours. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous le savez, l'actualité reste toujours et encore dominée par ce qui s'est passé dans le territoire de Massissi. Ici, tout le monde en parle. Il s'agit de la mort ou de l'assassinat du colonel Willy Ngoma dans des circonstances qui touchent les FARDC, qui touchent les Wazalendo. Et vous êtes tous à la recherche de bonnes informations. Aujourd'hui, je vous surprends avec des bonnes informations à la source. Vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui s'est exactement passé, comment la scène s'est déroulée? Je pense que c'est dans cette émission. Nous allons également parler du cessez-le-feu, prôné par les deux parties, disons la partie rwandaise, le Rwanda en RDC représenté par les M23 et tout ce qu'il y a comme alliés, et les FARDC. Qui a violé quoi et pourquoi seulement maintenant? Et jusqu'où on va aller avec des violations en violation de ce cessez-le-feu. Madame, Messieurs, avec moi, je vous demande de suivre l'émission avec l'invité du jour, l'invité spécial pour la première fois, face to face, face à face, lui et moi. Vous savez, je ne peux pas vous dire là où je l'ai retrouvé, là où je me retrouve présentement, mais je vous en parlerai peut-être à la fin de l'émission. Je suis avec Gilles Mulumba, porte-parole de Wazalendo, les défenseurs de la patrie, que nous appelons les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Gilles Mulumba a toujours contribué beaucoup dans cette émission avec les informations crédibles dont vous avez besoin. Vous avez toujours été nombreux à me demander, mais Mikolo Gilles, est-ce qu'il est vivant? Est-ce que quelque chose lui est arrivé? Je suis avec Gilles Mulumba, face to face. Monsieur Gilles Mulumba, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Kabongo. Merci bonjour beaucoup. Aussi aux auditeurs de l'émission HK Today. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous vous avons pris quelque part à travers le monde et nous sommes contents de vous recevoir chez nous aujourd'hui. D'ailleurs, d'abord, dites-nous comment vous allez. La santé, c'est bon? Oui. Il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de vous. Oui, c'est vraiment pour moi un plaisir, effectivement, de me retrouver face à face avec vous, parce que ça fait pratiquement 3 ans qu'on mène conjointement une guerre rude contre l'agression de notre pays. Je me porte à merveille. Effectivement, il arrive qu'on fasse le silence de manière volontaire pour aussi provoquer l'ennemi. Il y a eu beaucoup de chantages. Kigali a chanté « Je suis mort, je suis blessé ». Mort plusieurs fois. Et même, vous avez été sanctionné par l'Union européenne. Si. Donc, ils ont toujours... Qu'est-ce qui s'est passé? Ciblé Gilles Mulumba. Pourquoi ça? Bon, en fait, c'est un petit garçon mais qui dérange trop, qui a mis mal à l'aise le plan de l'ennemi depuis leur dernière tentative d'invasion. Et Gilles Mulumba, qui vous voyez, je suis, pour ne pas se vanter, parmi les mobilisateurs de la dynamique Wazalendo, sous les auspices du lieutenant général Chirman Peter Paix à son âme. Paix à son âme, oui. Et alors, ceci m'a duré beaucoup d'ennuis parce que le Rwanda pensait qu'il pouvait nous mettre dans sa poche et ça n'a pas marché. Ils ont utilisé tous les moyens possibles pour nous recruter, nous sensibiliser. Ça n'a pas réussi. Et alors, ils ont monté des stratégies pour nous sanctionner, mais des sanctions qui ne peuvent pas avoir d'impact sur notre détermination. Il vous reproche de quoi dans cette sanction? Dans la sanction là, c'est que moi, je suis à la base de la mobilisation de ce qu'ils appellent une milice
n'est-ce pas, qui remet en cause la paix dans la région des Grands Lacs et principalement au Congo. Or, moi, je suis mobilisateur de défenseurs de la patrie, qui est finalement devenu la réserve armée de la défense par la loi que le président de la République a promulguée le 22 mai 2023, passant par tous les processus légaux, notamment délibéré en Conseil des ministres, soumis au Parlement, les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et promulgué par le chef de l'État en date du 22 mai 2023. Donc, je suis de ceux-là qui défendent les Congos. Je défends les intérêts de la patrie et ça ne justifierait donc pas qu'on me sanctionne. Mais c'est pas surprenant parce que celui qui m'a sanctionné, c'est effectivement ces receleurs qui se cachent derrière le Rwanda pour nous mener la guerre injuste que nous avons toujours combattue. Mais j'ai entendu une fois l'Ouganda vous dénoncer aussi. Vous avez un problème avec l'Ouganda aussi? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'est que j'ai vu un communiqué une fois, l'Ouganda qui citait nos membres. C'est en faisant des moyens FDLR, tout ça. En fait, pour bien concerner la problématique du Congo, c'est que nous sommes dans une guerre idéologique que les gens ne comprennent pas. Il y a un peuple qui veut soumettre, assujettir un autre. Et nous sommes de ceux-là qui sont visés pour être assujettis. L'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan et le Kenya sont ces 4 pays qui sont commissionnés par les grandes puissances pour nous assujettir. Et donc, ça ne vous surprendrait pas que l'Ouganda me cite. Parce que moi, j'avais dénoncé le double G de Kampala, qui est à la fois avec les FARDC au niveau de Beni, pour traquer les phénomènes ADF, qui est aussi un phénomène artificiellement monté par Kampala pour maintenir son emprise dans la région. N'est-ce pas? Là, il y a beaucoup de preuves. Et à la fois, l'Ouganda qui vient encore nous frapper par Bunagana, n'est-ce pas? Parce que c'est l'Ouganda qui avait facilité la chute de Bunagana le 13 juin 2022. Avant que l'Ouganda n'adhère officiellement à l'agression, les Rwandais avaient tenté de prendre Bunagana, on les avait aiguillés en date du 24 mai 2022. C'est quand l'Ouganda a dégarni 2 semaines après ses positions autour à la frontière congolo-ougandaise à Bunagana, que ces imbéciles des agresseurs sont entrés finalement à Bunagana. Je vous signale que la première embuscade que le général Chirimwami avait échappé, il est sorti par l'Ouganda, il s'est retrouvé en Ouganda, je me rappelle. Non, il était embusqué au niveau des Prémidis à Bunagana. Son chef escorte, Eric, était décédé, il était de grade de major, et au moins 4 de ses gardes de corps morts, avec 5 blessés. Chirimwami ne s'était pas retrouvé, ce sont d'autres officiers, mais Chirimwami, lui, avait replié vers Juru. Vous comprenez? Ça, c'est noir sur blanc, l'Ouganda qui avait embusqué le convoi de Chirimwami, avec la complicité, effectivement, de 2 colonels, le FARDC commandant régiment, qui, heureusement, avaient été maîtrisés et qui croupissent, si du moins n'ont pas été libérés par les agresseurs, parce qu'ils étaient arrêtés à Goma. Merci Gilles Moulumba. Parlons. L'actualité aujourd'hui, c'est vraiment dominé par, entre guillemets, peut-être c'est vous qui allez me confirmer cela, la mort de Willy Ngoma. On cite les Wazalendo, on cite les FARDC, chacun a sa version. Nous sommes ici en face de vous. Est-ce que cette information est vraie? Willy Ngoma est-il mort, oui ou non? Ça, c'est le 1. Des 2, s'il est mort, est-ce que vous pouvez nous retracer la scène telle qu'elle s'est déroulée? Willy Ngoma est bel et bien mort. Je le confirme sans peur d'être contredit. Et non seulement que vous l'avez suivi, mais si les M23 comme les Rwandais sont réticents de l'annoncer officiellement, mais il faut voir dans les réseaux sociaux les comptes X de tous les pro-Rwanda, même les officiels de M23, Bertrand Bisimwa et les autres, ils ont communiqué de manière indirecte la mort de Bisimwa, des choses de Willy Ngoma. Et ça s'est passé comment? En fait, vous savez que depuis Sabinho, où les imbéciles terroristes ont commencé à nous agresser, en 2021, on est passé de cessez-le-feu en cessez-le-feu. Et trop souvent, les grandes agglomérations sont tombées pendant qu'on était dans le cessez-le-feu parce que le Congo est cette nation qui se comporte en écolier docile, qui observe scrupuleusement les engagements qu'il a pris. Et dernièrement, avec l'annonce du cessez-le-feu proclamé par l'Angola,
le Congo a volontairement adhéré. Et pendant ce temps, le Rwanda a fait traverser plusieurs colonnes de militaires rwandais. Vous êtes témoins qu'ils ont même fait, n'est-ce pas, un simulacre, n'est-ce pas, de pass-out à Tchanzu avec des brigades rwandais dans lesquelles on a intégré quelques Congolais pris par force. Ouais. Et puis Makenga est allé là avec pompe pour montrer qu'il venait de faire sortir 7000 hommes. C'était une façon de camoufler, n'est-ce pas, l'incursion rwandaise, parce qu'avec la pression américaine, le Rwanda est sommé de jouer le théâtre des retraits des troupes, mais les ayant encore intégrés d'une autre manière par le camouflet qu'ils ont fait à Tchanzu. Alors, ils se préparaient à nous attaquer sur plusieurs fronts, notamment le front Grand Nord, pour faire tomber Beni Butembo, le front Walikale par deux axes, axe Pinga et axe Nyabiondo, le front Hombo Walikale, effectivement, en passant par Kato Iremeka, et le front Sud Kivu qui se concentre autour des points zéro, parce que le point zéro, c'est le centre névralgique qui nous conduit à la fois vers Kalemi, à la fois vers Kindu, à la fois vers Fizi, à la fois vers Baraka. Et nous, on a été prudents, on a observé, ils nous ont provoqués à Katoyi et on a riposté. On les a pourchassés pendant 24 heures jusqu'à atteindre 5 km de Rubaya. Rubaya est devenu un centre névralgique pour le Rwanda, pour l'Ouganda, pour le Kenya et pour le Sud-Soudan. Parce que ce sont les dividendes là de la vente de tonnes de coltan, cassiterite, manganèse, tourmaline, ici de Rubaya, de l'or ici de Bandro, à qui ils ont accordé, le Bandro qu'ils ont accordé à une famille chinoise, et le pyrochlore qu'ils exploitent à Rutshuru dans la société qu'on appelle Somikivu. Là, ce sont des M23. Ce sont les pays là que je viens de vous citer qui exploitent ça. En fait, il y a beaucoup à boire et à manger dans cette affaire. Alors, comme on était au point de prendre Rubaya, le Rwanda a dépêché ses officiers et Makenga était censé lui-même aller remonter le moral des troupes. Et on a continué à les démarrer. Et Dieu aidant, on était tombé sur un drone et on les a poudriers à 2h43 à Rubaya, dans la ferme du général-major Innocent Gahizi, qui est intégré au sein des FARDC, mais qui est ancien du FPR, qui est aussi de toutes les fois. Le général Innocent est encore au FARDC. Oui, il est au FARDC, il est maintenant au Grand Katanga, mais c'est un officier rwandais qui a été plusieurs fois cité par les experts des Nations Unies. En 2019, d'ailleurs, un rapport était sorti comme quoi il exécutait des ordres venant directement de James Kabarebe en kidnappant quelques opposants rwandais, armés non armés, qui les remettaient à Kigali. Vous voyez, avec son complice, effectivement, le fameux colonel Claude Rusimbi. Il y a même une vidéo là où il y a des Rwandais qui viennent à la petite barrière, ils changent de tenue, tout ça, c'était sous les auspices de ce général. Je connais, oui. Qui a été pendant un temps interpellé à Kinshasa et arrêté, mais puis il sera encore relâché. Claude Rusimbi était aussi interpellé, malheureusement, il sera encore envoyé en Ituri, où il est en train de jouer le coup bas contre la République avec les fameux Innocent Kaina et Thomas Rubanga. Alors, la scène se passe à 2h43 minutes. Ouais. Willy Ngoma était où? Était-il seul ou il était accompagné? Est-ce que Makenga aussi? Qui était avec lui? Willy Ngoma était là, Makenga était là, mais Makenga était sorti un peu avant pour se réfugier 2 heures avant la frappe, pour se réfugier dans la paroisse Mater Dei de Matanda. Mais il avait quand même laissé son chef escorte, Eric Kazungu, avec Willy Ngoma. Il y avait son frère, qui était Redok au Sud Kivu, qui était à ce jour à Goma. Il avait aussi pris le risque de l'accompagner, qui a été aussi blessé. Il y a l'assistant sécurité de Nzenze, qui s'appelle Claude, qui était là. Il y a le colonel Safari, qui est dans le bureau 3, qui était là. Il y a le major Pascal, qui était là. Et d'autres officiers, RDF et UPDF, qui étaient là. Et quand on frappe, effectivement, la figure emblématique qui a succombé, c'est Willy Ngoma, sans oublier les autres officiers dont je viens de vous citer, et des Rwandais et des Ougandais, parce que ils ont vite évacué les corps de Willy Ngoma et quelques autres officiers supérieurs rwandais et ougandais. Et au moment où je vous parle, l'hôpital militaire des UPDF, de l'Ouganda à 36 km de Kampala. Il y a des blessés dedans. Et il y a d'autres qui ont été évacués, notamment par hélicoptère, qui ont été amenés
à Kigali, l'hélicoptère a atterri à Mouchaki aujourd'hui à 0h pour évacuer d'autres blessés. Et donc, on en compte autant. Et puis, nous, dans l'infanterie, dans la guerre avec les fantassés, on en a capturé une trentaine qu'on conserve jusqu'à maintenant dans nos fiefs dans le Massissi. La question que d'aucuns se posent, pourquoi il n'y a pas une photo, ni une vidéo de cette scène? En fait, la neutralisation, les vidéos, nous en avons par rapport aux capturés. Ouais. Là, je peux vous les partager. Oui, les capturés, je vois, vous les présentez. Avec des armes lourdes, le Mi-50 qu'on appelle autrement Miaya, ouais. mitrailleuse anti-aérienne, et d'autres armes. Mais la scène de la neutralisation systématique de Willy Ngoma, ça s'est passé nuitamment. D'abord, c'était impossible de prendre la vidéo, et puis on l'a frappé par géolocalisation, et donc par un instrument aussi sophistiqué du genre drone, et les drones agissaient à distance. Il n'y avait pas moyen de prendre. Donc ce sont les Rwandais même, ces terroristes, qui pouvaient nous exhiber ça. Et voilà pourquoi ils ont eu la possibilité d'évacuer, parce qu'on les a frappés au-delà de nos lignes de front. Donc c'est en profondeur. Je ne sais pas si vous comprenez la... Je comprends un peu l'idée. Ouais. Et il y a une autre voix qui s'élève en disant que Willy Ngoma a été exécuté par ses propres amis, ouais. Comme ils l'ont fait avec Magloire Paluku et les autres, puisqu'il y avait une discordance de voix, de position au niveau interne. Est-ce que cette option ou cette manière de voir les choses peut être aussi une raison, peut-être? Bon, moi, je ne saurais pas même contredire ça parce que ça nous avantage, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que Magloire Paluku était bel et bien tué par les Rwandais. Willy Ngoma, je sais que c'est nous qui l'avons abattu, mais si les Rwandais s'en approprient, nous on n'a pas à se disputer de la mort de qui a fait quoi. L'essentiel c'est retenir d'abord qu'il a été tué par nous, mais s'il y a une part de responsabilité du Rwanda, il faut que ça interpelle maintenant la conscience des Congolais. Des Congolais qui servent de marchepied du Rwanda. Parce que si le Rwanda peut maintenant se réjouir de la mort de Willy Ngoma, et c'est un peu la poitrine de l'avoir exécuté. Puisque moi j'ai eu la nouvelle à partir du Rwanda, dans les médias rwandais, dans leurs écrits. Alors maintenant je vois dans leur manière de publier, après avoir parlé de la question de Willy Ngoma, je vois Kachuva, qui c'était un ami aussi avec Steve Wemby, ce sont des amis de la presse, qui dit encore une nouvelle bouleversante. Et là, est-ce qu'il faisait allusion à la mort de Willy Ngoma, pour qui on avait déjà parlé toute la journée, ou, puisque là, ils ont laissé les gens dans une position du genre... Oui, du genre, peut-être, c'est Makenga, peut-être on annonce là. Est-ce que je peux, peut-être vous pouvez en parler, est-ce que ces gens ne sont-ils pas en train de nous embrouiller avec des nouvelles, voire notre état d'esprit? Non, je vous dis que... Je peux voir mon téléphone, je lui montre ce message, ouais. Donc, je vous dis sincèrement que Willy, il est très passé, ouais. Mais Makenga, en oui, fait... parlons aussi même de la question de Makenga. Oui, Makenga agit comme... il s'affiche moins, sauf les autres qui viennent directement de Kigali. Ouais. Mais Makenga vit avec la peur au ventre. Hein? Alors... Il était avec Willy Ngoma, il s'est évadé, mais depuis que Willy Ngoma est mort, je ne sais pas vous certifier que nos sources à l'interne ont pu même voir physiquement Makenga aussi, non plus. Hein? Okay. Ce que je sais vous confirmer, d'abord son petit frère, qui était Redok au Sud Kivu, est grièvement blessé au niveau de l'abdomen. Makenga, vivant, mort, blessé, je ne le certifie pas, sauf que nos sources nous ont rapporté son départ du lieu de la frappe 2 heures avant. Alors, la nouvelle bouleversante que le fameux Rodriguez Katsouva a publié sur son compte X, ça sera obligatoirement dévoilé, parce que nous, on est encore sur les pistes. On doit se rassurer que nos lunettes atteignent Makenga vivant, ou Makenga mort, ou Makenga blessé, pour les certifier. Mais au stade actuel, je savais qu'on a toujours été professionnel. On ne fait pas les djalelo, on ne fait pas non plus les chantages. Exact. On a l'obligation d'informer de la manière la plus correcte l'opinion. Et donc, j'ai certifié la mort de Willy Ngoma avec plusieurs autres officiers rwandais et ougandais. J'annonce la blessure du petit frère de Makenga, ouais. La mort d'Eric Kazum, chef escorte, la mort de Safari, colonel, la mort de Major Pascal,
Claude, ainsi de suite, mais je me réserve d'annoncer ni la blessure, ni la mort de Makenga. Ni la mort de Makenga. Nos sources n'ont pas encore atteint la bonne information. Ça, c'est bon, c'est une bonne chose, puisque quand j'ai suivi ça, ça c'est le premier jour. Puisque la nouvelle, je pense que... mais pourquoi vous n'avez pas revendiqué ça? J'ai parlé. D'abord, okay. Je me suis exprimé au travers les réseaux sociaux, parce qu'il y avait même animé spontanément. Il est mort à 2h43 minutes, okay. Et le matin, vers 10h, j'étais avec notre Muzalendo numérique Anaël, ouais. Dans un space où j'ai... Anaël, on te salue, hein? Oui, mais comment Dieu salut. 4 étoiles, on te salue, ouais. Depuis là où il est, avec la compatriote Neves et les autres, ouais, ce sont des jeunes vraiment que j'apprécie beaucoup, parce que les Muzalendo ne sont pas seulement la ligne de front. Vous-même, je vous qualifie de Muzalendo. Merci. D'ailleurs, vous, chancelier, les Kabongo, Kalonji, Mubenga, nous, on vous a déjà accordé des grades de généraux, de brigades. Merci beaucoup. De Wazalendo médiatique. Parce que les Wazalendo en soi, ça doit être une doctrine qui doit être prêchée dans tous les domaines pour nous rassurer que le Congo est relevé une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Donc, j'avais aussi fait un communiqué vers le soir, après avoir réuni toutes les données, les ingrédients. J'avais finalement accouché un communiqué par écrit. Alors, les premiers communiqués, c'est Bertrand Bissimois qui nous dit nous ne pouvons pas... bon... Je pense qu'on va en parler. Alors, la question maintenant est de savoir, donc, en ouvrant les feux sur Willy Ngoma et toute sa bande, c'est vous qui avez violé les cessez-le-feu. On n'a pas violé les cessez-le-feu d'abord. Alors, parlons-en. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Puisqu'il vous avez même signé. Les FARDC et les VDP ont signé le respect strict du cessez-le-feu. Donc pourquoi vous vous battez encore? Nous, on n'a pas signé. D'abord, ça, vous devez... Nous sommes des défenseurs de la patrie. Nous sommes rattachés à notre peuple directement et à notre sol. Nous vivons avec ces bandits. Vous comprenez? C'est différent, par exemple, des FARDC qui, dans leur stratégie militaire, ont aussi droit au repli stratégique. Nous, au Wazalendo, le principe, c'est de ne jamais fuir devant l'ennemi. C'est pourquoi je vous informe qu'on est encore avec eux autour de Bunagana. Nous sommes à Boussanga, même hier, on se battait avec eux, contre eux, dans le groupement de Binza. Ça commence comment? Ce sont eux qui vous provoquent ou c'est vous qui lancez les attaques? D'abord, il n'y a pas question de provocation. Le seul simple fait que le Rwanda est sur le sol congolais, de manière illégale et illégitime. C'est dans votre... Tant qu'il y a un seul centimètre carré du Congo qui est assiégé par le Rwanda, certifié par les rapports des indépendants de différentes organisations régionales et internationales, même les Nations Unies, vous n'allez pas me dire de provoquer. Si je me retrouvais à Gisenyi, par exemple, à Rwengeri, à Tchangougou, vous me direz des provocations. Tout à fait. Mais tant qu'il y a un seul militaire rwandais sur le sol congolais, moi, vous ne me parlerez jamais d'une certaine provocation. Parce que moi, je suis né à Rutshuru, c'est là chez moi, groupement de Rugari. Je devais rester là-bas. Quoi que je sois en dehors de Rutshuru, j'aurai le plein droit de revenir chez moi quand je le veux. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a l'invasion rwandaise qui est sur place. Dis-lui que je suis Et donc, ne me dites pas, s'il vous plaît, que moi, j'ai violé, j'ai provoqué un étranger qui a fait l'incursion dans ma maison. Et je venais de vous dire, c'est chaque fois qu'on observe le cessez-le-feu, qu'il y a des chutes, des agglomérations. Bunagana a été tombé quand on était sous l'observation de cessez-le-feu proposé par l'EAC. Kichanga est tombé quand on était dans le même scénario de l'EAC. Et dans l'EAC, nous avait bloqué de continuer notre aventure jusqu'à Rutshuru, chasser l'ennemi. Là, c'est vous, les Wazalendo. Oui, les Wazalendo. Je vous rappelle que Goma est tombé quand on était sous le cessez-le-feu et Bukavu. Je vous informe que Uvira a été tombé quand on était en train de signer les accords de Washington. De Washington, non. Avec qui devrait apaiser les tensions. Vous voyez? Tout le monde, oui. Alors, c'est cette chanson qu'on raconte chaque jour de cesser le feu. Nous, on en a d'abord marre. Et puis,
On n'est pas censé respecter ça tant qu'un seul centimètre carré de la République démocratique du Congo est assiégé par l'armée étrangère. Alors, maintenant, on se demande, donc là, vous êtes ensemble avec les FARDC. Est-ce que la cohabitation est bonne? Parce que je vois des voix qui s'élèvent de gauche à droite. Dites-nous un peu. Faites-nous un état des lieux. En fait, on ne devrait même pas parler de la cohabitation entre Ouazalendo et FARDC. Naturellement, nous sommes les fils de la République. Nous avons l'armée FARDC qui est la garante de la souveraineté de l'intégrité territoriale. Ouais. Et nous, on vient en appui. C'est même l'esprit de la loi que le chef de l'État avait promulguée. Ouais. Mais vous êtes sans ignorer qu'on fait face à un système qui a été façonné pendant 18 ans, plus 4, donc 22 ans, par un monsieur qui pendant un temps était chef d'état-major général d'une armée, force terrestre, avec un monsieur qui à un moment donné fut chef d'état-major général de l'armée état étranger, donc partant donc de James Kabarebe, chef d'état-major général de l'AFDEL, partant de Joseph Kabila, chef d'état-major force terrestre, partant de Joseph Kabila, président de la République pendant 18 ans, partant de John Numbi, chef d'état-major général des FARDC, puis inspecteur général de la police, qui a façonné un système, les Makina qui étaient les commandants région et les autres, et puis d'emblée, qui se retournent contre la République. Et ils ont laissé un système bien assis, avec les frères Tumba, les Christian Chiwewe, les Ndaiwel et les autres, les Charlie Gonza et les autres, les Fal, les Yav et les autres, vous voyez. Donc, en d'autres termes, c'est comme si la République du Congo est en train de combattre un système en utilisant les mêmes systèmes. Les mêmes systèmes. Ce sont ces gens-là maintenant qui nous font des blocages. Les choses ne marchent pas. Effectivement, parce que vous êtes Congolais comme moi, je pense que vous êtes intéressés par ce qui se passe à la justice. Vous n'êtes pas surpris d'attendre les témoignages des lieutenants général et l'ancien gouverneur de Nord-Kivu, Constant Ndima, vis-à-vis de son collègue lieutenant général hier. J'ai vu qu'il y a... C'est rocambolesque. Les Rwandais avaient donné une liste de 6 officiers qu'on ne peut pas nommer, beaucoup de choses. Non, au-delà de ça, il y a un général-major, lieutenant général des FARDC, commandant 3e zone de défense qui englobe la grande province orientale et le Grand Kivu, qui reçoit un message de la part d'un colonel rwandais du nom de Senkoko et de décan du général James Kabarebe, lui disant que son subalterne Chirimam, général-major à l'époque, commandant secteur, a torpillé leur plan. D'enfreindre leur projet. Imagine, toi tu es mon chef. Je fais face à l'ennemi. Si je fais le succès, c'est d'abord vous. Et je vous rappelle que ce message était consécutif au succès que nous, les Ouazalendo, on avait engrangé. Les gens se posent des questions. Ce message est tombé dans les téléphones de qui? Le message est tombé dans le téléphone du lieutenant général Philémon Yav, qui était commandant 3e zone de défense, qui n'était pas censé à l'époque être à Rutshuru, parce que les attributions du commandement des opérations étaient encore entre les mains du lieutenant général Constant Ndima. Et pour sauver le Rwanda, Yav se dépêche de Kisangani à Rutshuru. Il ne va même pas rester à Goma, la capitale provinciale, il va venir jusqu'à Rutshuru centre et loger à l'hôtel des sœurs, l'hôtel Sainte Chrétienne des catholiques, des sœurs catholiques à Kiwanja, Mapendo. Chirimami qui était au camp pénal, c'est juste à quelques 2 kilomètres de là où il y avait 3 km de là où il y avait été. Et l'objectif c'était de torpiller la démarche de Chirimami à Rutshuru qui est à 75 km, 70 km de Goma. Chirimami qui dépendrait de Constant Ndima, mais se voit à côté de lui un autre lieutenant général, commandant zone, qui doit les torpiller. Et là, il n'était même pas prévu d'être dans. Il n'était pas censé être à Rutshuru. Ça, c'est un. De deux, ils vont avec. Quand ils ont vu que c'est impossible, les 25 Rumangabo tombaient parce que le Rwanda avait acheté le commandant régiment qui était à Rumangabo à l'époque. Omar, le colonel Omar, j'ai appris qu'il est même ici à Kinshasa. Et le commandant régiment adjoint à Kibumba. Les 25 Kibumba tombaient et Rumangabo les 25 mai. Les 26 mai, papa. Nous, les Ouazalendo, sous les auspices de Chirimami, on avait frappé Rumangabo jusqu'à chasser les Rwandais jusqu'à la frontière rwando-congolaise dans le parc national de Virunga. On avait capturé 2 Rwandais que les chefs avaient présentés en Angola. Les 27 jusqu'au 29, on avait chassé les Rwandais depuis Rugar jusqu'à Kibumba. Ils ont traversé pendant la journée la frontière de Kitotoma. Et là,
c'était sur base de ça que le chef de l'État avait eu des preuves irréfutables que c'était les Rwandais qui nous agressaient. C'est consécutivement à cette victoire que le Rwanda va envoyer le message à Yav, comme pour lui dire, tu es venu de Kisangani jusqu'à Ruchuru pour torpiller le plan de Chirimois, mais Chirimois, tu ne l'as pas torpillé, c'est plutôt lui qui nous a torpillé. Parce qu'Yav n'avait pas compris comment la démarche a été faite, d'autant plus qu'on le faisait encore discrètement, par le fait que les Ouazalènes n'étaient pas encore acceptés par le système. Exact. Vous comprenez? Ils n'avaient pas compris. Puis, je vous informe, concomitamment, le même jour, quand on chassait les Rwandais de Rumangabo, la CIR s'est systématiquement imposée pour venir faire la vérification au motif que c'était les Ouazalendo qu'on assimile nous aux FDLR qui avaient chassé les Rwandais. Et nous, par notre stratégie, on avait dégarni le camp militaire et on avait demandé au gouvernement chinois, à l'époque commandant secteur, d'amener ces hommes. La CIRG est arrivée, c'était Chirimois, mais les efforts de ceux qui étaient à Rumangabo. Et nous, on était coincés dans nos villages. Vous voyez? Donc, c'était ça, les sœurs. Alors, vous savez comprendre la profondeur de la difficulté. Et dernièrement, la CNC a rendu un rapport des culpabilités. Ce ne sont pas des rumeurs. On a checké dans les téléphones des SIM, des messages même déjà formatés. On a exhibé ça pour prouver la culpabilité du général Chiribani. Non. Du général Frank Tumba et les autres. Donc, d'un côté, on a tout un état-major général qui est FEOD, Frank Tumba, Christian Chiondaiwel. D'un autre côté, on a un général, Yav Filemo, qui était déjà acquis pour la cause d'Irona depuis le début de cette guerre. D'un autre côté, je sais vous le prouver noir sur blanc, l'implication directe du général Sikabo Fall dans la chute de Goma et l'assassinat du gouverneur Chiromane. Je sais vous le dire, parce qu'il avait été commissionné à Goma pour cette fin. Comment ça? Général Fall était jusqu'alors chef d'état-major force terrestre, qui était censé coordonner les FARDC au niveau national comme commandant force terrestre. Il a accepté de venir jusqu'à Goma coordonner les opérations dans une petite entité inférieure même à la province. Là où nous avons des commandants régions, des commandants secteurs. Tu vois ce que ça signifie? Et quand il atterrissait à Goma, l'objectif c'était de ravir au gouverneur Chirimoam les opérations et les gouvernorats. C'est parce que nous les Ouazalendo, avec vous le média c'est la période où on a scindé l'administration et les opérations sur le terrain. Oui, ça a coïncidé avec la présence de la force multinationale de la SADC qui avait systématiquement été torpillée par FAL. En d'autres termes, c'est que Filemon a exécuté à Ruchuru, c'est ce que FAL a exécuté à Goma. Et pendant toute sa présence à Goma, vous ne pourrez jamais me montrer une seule opération militaire que FAL a organisée, et par le Ouazalendo, et par les FARDC, et par les forces burundaises, et par... Non, il n'a jamais lancé aucune opération, nulle part. Et toute la planification, allez, je sais que vous êtes un journaliste d'investigation, rentrez même dans les cercles de la SADC, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Malawi. On vous dira la frustration qui est la leur suite au torpillage du général FAL. Les Sud-Africains étaient même dans une amphithéâtre où le Rwanda avait récupéré des véhicules blindés où on avait planifié avec FAL qu'ils devaient nous appuyer par l'artillerie et nous, le Ouazalendo, FAL nous a écartés dans l'opération. Il a dit que le Sud-Africain devait manager avec les FARDC qui devaient faire les fantassins et puis les Sud-Africains, les Tanzaniens a pu par pilonnage et les Malawi. Papa, la force de la SADC s'était exécutée. Les FARDC n'ont même pas progressé d'un seul mètre. Et puis, comme ils étaient convenus, les Sud-Africains vont progresser par la voie terrestre avec l'air blindé. Ils sont tombés dans l'embuscade des Rwandais. On a récupéré les véhicules, vous vous souvenez? Oui, je me rappelle. Ça, c'est FAL. Ils ont récupéré des véhicules. Ça, c'est FAL. Ils se sont fait des selfies. Voilà. Et puis, c'est bien FAL qui quitte, je ne sais pas où pour venir justifier. Mais ici, il y a une question qui m'a toujours été posée par mes fans, qui sont nombreux en train de suivre cette émission. Qui nomme ces gens? Est-ce que c'est le chef de l'État? Si oui, est-ce qu'il est au courant du passé de chacun? Voici le scénario. Comment ça se passe? Les chefs, dans le système classique de fonctionnement des administrations, les chefs peuvent ou ne pas être militaires, n'ayant même aucune connaissance militaire. Mais il est censé constituer son cabinet. Les experts. Et on a préparé dans le cabinet le chef, un chargé de la maison militaire. Dans notre chien, on l'appelle chef du cabinet militaire, chef de l'État.
Et à côté, il a aussi un conseiller militaire. Mais le président dans le domaine militaire, c'est le chef de la maison militaire. Ok. Donc, toutes les propositions, ça commence d'abord par les services de renseignement. Militaires principalement, mais aussi civils comme en air, qui doivent fouiller, faire les castings, de voilà, et avant de le proposer au chef. C'est bien ce service qui ramène maintenant ce renseignement auprès de tous les services concernés, l'ANER, la DEMIAP et la DGM, ouais, qui remettent ce renseignement, ce casting auprès de l'état-major général, à leur tour au conseil spécial en matière de sécurité. Et comme le conseil spécial en matière de sécurité peut ou ne peut aussi être militaire, le chef de l'État ne l'étant pas aussi, c'est le chef de la maison militaire qui donne son feu vert. Oh, okay. Et le président n'est pas censé jeter les coups d'œil dans tous ces documents, parce qu'il est censé avoir des collaborateurs qui lui sont confiants. Qui lui font un travail fidèle. Fiable. Voilà. Bien fin. Parce que s'il doit signer 1000 ordonnances... La confiance déjà. Papa. Donc, on suppose que c'est vraiment fin. Hein? On a bien fignolé ça, et puis le chef signe. C'est là où il y a le goulot de tremblement. Parce que depuis l'accession du chef de l'État au pouvoir, il n'a eu que Franck Toumba comme chargé de la maison militaire. Franck Toumba qui est maintenant inculpé de compromission, de trahison, de collision avec l'ennemi. Donc, ne me posez pas la question de qui nomme qui fait quoi. C'est comme ça, nous, moi personnellement, ou la vie de tous les Wazalendo, dès lors que la culpabilité de Franck Toumba est établie, de Christian Ndaïwel, qui était numéro 1 de la DEMIAP, de Christian Chiouaoué. La solution... On va en parler, puisque j'ai prévu une question dans ce sens-là. Ouais. Vous n'avez pas fini votre cohabitation entre... Bon, vous n'avez pas souhaité qu'on parle de cohabitation. Non, j'ai dit au départ, j'ai extrapolé tout ça parce que je voulais faire voir que on ne parlerait pas d'une cohabitation entre papa et fils. D'accord? Parce que l'histoire de la famille, nous reconnaissons comme défenseur de la patrie, mais sous la haute autorité du chef de l'État, qui est le commandant suprême des FARDC. Et la loi stipule qu'on devait appuyer les FARDC, et non pas le contraire. Donc, tout ce que je viens de vous démontrer là, des torpillages, d'infiltration, d'inféodation, de noyautage, donc d'office, la cohabitation devait être impeccable. Les gens m'ont toujours demandé, Ashka, laisse-le parler. Tikela est temps à l'oba. Il parle. Est-ce que la question de la prime, la question de la motivation, parlons-en. Il y en a quand même qui vient de Kinshasa vers la zone, la ligne de front. Si, bon, en fait, le chef de l'État... Parce que la fois passée, vous vous êtes plaint en disant nous demandons des munitions, par moment on nous abandonne, par moment on n'est pas suffisamment outillé. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu la logique est laquelle? Le chef de l'État nous avait fait l'honneur de nous recevoir en avril 2024. Tous les vrais représentants Wazalendo 51 commandants, par ma facilitation, je les avais amenés à Kinshasa. Ah, vous avez fait un bon travail. Oui, c'était une façon de fidéliser. Voilà pourquoi, malgré les hauts et les bas, vous ne verrez pas 2 ou 3 vrais Wazalendo adhérés au M23, malgré toutes les sollicitations. Tous les 64, vous avez dit 51 sont toujours loyaux. Intact, oui. Personne n'est parti. Personne alors, personne. Et ce sont les vrais... C'est celui du Sud Kivu dont on a parlé dernièrement qu'il est parti. Non. Makanaki, il n'est pas parti, il est encore là. C'est lui l'adjoint du général Yakutumba dans l'axe opérationnel Sud Kivu. Vous voyez? Sur les 51, personne n'est parti et c'est nous qui sommes effectivement sur les premières lignes. Je peux vous citer. Par exemple, à titre illustratif, je ne serai pas exhaustif, le général Dominique du CMCFDP, dont je suis président, président du mouvement, il est jusqu'à maintenant en train de se battre à Rutshuru. Vous voyez? Malgré la débandade, les replis stratégiques, nous on est encore à Rutshuru en profondeur, très loin là des FARDC. Il y a le général Jean-Marie Wamouchaba, qui est encore à Massissi. Il y a le général Karairi, qui est encore à Massissi. Il y a le général Delta, Machano, Mutayomba, qui sont encore autour de Roubaix, qui ont fait la dernière manœuvre contre les fameux Willingoma. Il y a le général Yakutumba aussi, qui est encore là, dans les hauts et moyens platons de Fizi d'Ouvira. Il y a Ngomandito. Ce sont ces gens-là que moi j'avais amené auprès, parce que je connais qui fait quoi. Vous comprenez? Alors, cette façon de nous honorer, ça a fidélisé le Wazalendo. Et par la suite, donc, pour chuter la prime,
Les chefs de l'État, vous avez garanti par cette rencontre accélérer, n'est-ce pas, l'implantation ou le fonctionnement de la réserve de la défense. C'est pourquoi le général Padiri a été nommé, a été mis dans les conditions, on lui a donné un bureau. Mais le système de noyautage qui fonctionne très bien ici a fait que le général Padiri trouve un directeur de cabinet ici de Tango Fort, le colonel Modeste Lubango. Ouais. Et comme le Padiri c'est un patriote, nous les connaissions, nous les témoignions à l'époque, mais par cette interposition, n'est-ce pas, de ces colonels, je ne sais pas vous justifier comment plus de 8 millions de dollars, les chefs de l'État a disposé pour qu'on recycle les Ouazalendo, parce qu'en fait, il fallait constituer un corps formellement constitué, c'est-à-dire les Ouazalendo intégrés dans un corps. On devait connaître un recyclage accéléré de 45 jours à 2 mois, être biométrisé, c'est-à-dire identifié, bénéficier de tous les avantages liés à la fonction des résistants que nous faisons au même titre que les FARDC. C'est ça la spécification de la loi. Alors on a torpillé tout ça, il n'y a jamais eu recyclage, il n'y a jamais eu biométrisation, il n'y a jamais eu contrôle, parce que l'argent qui était censé le faire est détourné au niveau de la réserve armée de la défense. J'ai parlé avec le général Padiri et toute son équipe. Cet argent, d'après eux, n'est jamais arrivé auprès de lui. Voici la preuve. Padiri a été interpellé, incarcéré à la Demiap. Il a même sacrifié son comptable, un jeune officier capitaine de son état, et jusqu'à maintenant en Nolo pour cette question. Et qu'est-ce qui a fait déborder la vase? C'est que le lieutenant général Jules Banza, chef MG, avait remis à Padiri 200 000 $ pour encadrer les Ouazalendo qui étaient en train de se manifester à Kisangani. Et l'argent là a été bouffé sur place. Les Ouazalendo là ont réclamé. C'est pendant ce temps que le général Banza a demandé à Padiri qu'est-ce qui s'est passé. Padiri n'a pas pu lui prouver comment l'argent avait été utilisé. Il va l'interpeller. Pendant ce temps, l'argent continue à être versé par le ministère de la Défense. Je prends à témoin, rentrez dans la comptabilité du ministère de la Défense, il va vous préciser. Et d'ailleurs, par nos sources, l'adjoint du général Padiri, le général Mayanda, s'est révolté par le fait que cet argent, et lui, et le général Godans, qui est le numéro 3 de la RAD, n'ont jamais su comment l'argent a été affecté. Il s'est plaint auprès du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense a fait appel à l'inspectorat général des FARDC pour cette question. Une réunion avait été tenue au ministère de la Défense où le général Padiri, le général Tango Fort, le général Mayanga étaient présents. Et le ministre de la Défense a instruit Tango Fort d'en faire un suivi. Ça n'a jamais été fait. Ouais. Plutôt, le général Mayanga qui a dénoncé a été cloué et il est maintenant en train de croupir gratuitement. On l'a arrêté. On l'a arrêté, la mafia l'a arrêté pour les faire taire. Vous comprenez? Nous, on exige. Parce que je sais que le chef de l'État vous suit. Nous avons aussi nos canaux par lesquels nous faisons passer nos messages auprès de lui. Nous exigeons que cet argent soit restitué au trésor public pour que les véritables bénéficiaires en soient effectivement bénéficiaires. Je sais vous dire aussi qu'on recevait quelque chose à titre des ratios et soins médicaux du vivant du général Tirimwami. On envoie quelque chose depuis qu'il est mort. Maintenant, ça n'arrive plus. Vous voyez? Sauf que dernièrement, par les prouesses que nous avons réalisées autour de Douvira, le chef de l'État a envoyé la prime pour la force spéciale FARDC et nos éléments qui sont dans cet axe en ont profité autour de 325 $ par combattant. Mais ça n'a pas encore été. Et les Ouazalendo en ont aussi. Oui, nos éléments du Sud Kivu en ont profité. Mais ça devait ou ça doit obligatoirement être généralisé pour éviter la frustration. D'une part, parce que le Nord Kivu, on est là, on a combattu depuis 4 ans. Les amis du Sud Kivu nous ont appuyés depuis une année, vous voyez. Alors, on ne devrait pas agir ou avoir la politique 2 poids 2 mesures. Moi, comme communicateur de Ouazalendo, de manière générale, je plaide, et ça j'en ai fait part au chef de l'État, pour que cette reconnaissance, cette gratification soit généralisée. Mais de manière aussi plus correcte, parce que nous, on n'a pas aussi apprécié la manière selon laquelle ils ont fait ça au Sud Kivu. On ne doit pas gratifier les gens non identifiés. C'est là qu'on doit mettre fin à la mafia. Comment vous êtes organisé? Vous n'avez pas une liste bien identifiée? Non, nous on se connaît. On a la liste qui a même été soumise auprès de l'autorité, mais la liste n'a pas été considérée. Et il y a, comme ça n'a jamais manqué, il y aurait certaines magouilles
où il y a des fictifs, tout ça, on est censé faire des choses de la manière la plus correcte. Là, les fictifs, ce ne sont pas les Ouazalènes qui ont organisé ça. Non. Alors, qui sont censés, ou qui étaient censés respecter cette liste? Ceux qui étaient censés respecter l'état-major général. Ce sont les agents, c'est pas l'état-major général qui est venu le faire, c'est plutôt les gens du ministère de la Défense qui ont été envoyés pour remettre personnellement la prime et aux forces militaires. Vous avez eu l'occasion de leur parler de tout ça? Non, ils ne nous ont pas consultés. Et puis, dans l'affaire de l'argent, vous savez que nous, moi personnellement, j'ai encore toujours été prudent. Parce que si quelqu'un vient faire cette question et qu'il connaît qu'on existe quand même, on n'est pas né de dernière pluie, on ne consulte pas. Si vous osez vous immiscer, vous risquez d'y laisser votre peau. Mais au moins, je certifie que les Ouazalènes décident qui vous ont reconnu avoir perçu cette prime. On n'a pas encore enregistré jusque-là de doléances, mais on pense qu'on doit le faire de la manière la plus transparente, c'est-à-dire suivre la liste préétablie par nous, l'actualiser, parce que nous aussi, nous connaissons des morts, on est en guerre, nous connaissons des désertions, vous comprenez, et on doit donc actualiser régulièrement cette liste pour qu'elle soit conforme à la réalité. Parce que ce que nous prenons, c'est zéro antivaleur. Il faut que ce soit un Mzalendo qui reçoit. La prime n'est pas un fictif créé par XY pour des raisons d'assouvir sa soif financière. Voilà. Alors, donc, je comprends qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire avec le VDP. La question qui a toujours été posée par vous, les téléspectateurs de cette émission, vous avez toujours posé la question. Aska pose la question à Gilles Moulumba. Est-ce que le président les reçoit? Est-ce que tout ce qu'il dit là, il arrive à trouver une occasion pour parler au chef de l'État? C'est la question que je lui pose aussi. En même temps, j'ajoute une autre question. Aujourd'hui, vous avez parlé des arrestations. Je vous ai dit, on va y arriver. Les arrestations, aujourd'hui, on voit une cinquantaine de généraux arrêtés, certains pour les cas de complot contre la vie du président de la République, d'autres pour les cas de détournement, d'autres pour d'autres faits. Est-ce que vous êtes surpris de voir une cinquantaine de généraux arrêtés dans un État comme la RDC? Et quelle a été votre première impression? Bon, d'abord, par rapport à la voie par laquelle j'attends le chef, je sais vous dire que le président, c'est un patriote. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, pas une seule fois. Là c'est bon, vous avez reçu votre réponse. Il a été reçu plusieurs fois. Oui, ça c'est bon. Et les propositions, les recommandations lui arrivent à temps opportun, sauf qu'en tant que décideur, surtout garant de la nation, il n'est pas censé appliquer spontanément ce que nous on lui propose, comme il en a aussi plusieurs autres conseillers. Exactement. Mais ce que nous nous louons, c'est que la vérité que nous établissons ne reste pas vaine. Ça nous a pris du temps. Je suis parmi, avec vous, ceux qui ont dénoncé les tout premiers les manœuvres dilatoires du général Franck Toumba. Autour du chef. Vous m'avez dit quelque chose que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Je vous avais dit qu'autour du chef, il y avait un Absalomon qui enviait à tout prix sa chaise ou son trône. Ouais. Et le chef était un peu hésitant au départ, mais il a fini par s'en rendre compte. Donc, nous avons lui transmettre. Et comment il a pris ça? Comment vous l'avez vu quand il recevait cette information que autour de vous, il y a quelqu'un qui envie votre siège? Non, il était hésitant parce que le chef, c'est quelqu'un de confiant. En fait, moi, je sais vous le dire, il m'arrive aussi des fois de croire que ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Ouais. Si je suis véridique, que je m'imagine, HK m'a déjà rendu service, j'étais malade, il m'a fait soigner, et que je pense que je ne peux nullement pas te rendre un mauvais service. Je m'imagine que c'est le cas, alors qu'il y a des gens sur cette terre qui sont diaboliques. Et c'est au-delà même de l'imagination, nous on a pensé qu'il y a l'occultisme dans tout ça. Okay. Le chef ne peut pas croire que les rangs auxquels il a placé Franck Toumba, qui sous Kabila n'était pas un officier important, il était effectivement la DEMIA, mais n'était pas aussi important. Il y a John Noum qui lui avait volé toute la vedette, non le fameux général-major qui est mort, qui était la DEMIA, Delphin Kaimbi. Delphin, oui. Voilà. Franck Toumba était placé au sommet. Le chef ne peut pas croire qu'il pouvait le trahir. Donc, mais au moins, je sais vous rassurer que tout ce que nous avons, et vous lui avez dit ça
Beaucoup alors. Et tout ce que nous disons, d'ailleurs aux médias, on dit peu par rapport à ce qu'on est censé dire, parce qu'on ne peut pas étaler tout. Mais le chef, il a ses méthodologies, il a ses stratégies, et il a Dieu aussi qui le guide, qui le protège. Ouais. Et nous allons croire qu'il ira jusqu'au bout de sa mission. Par rapport à l'arrestation en cascade, ça ne nous a pas surpris. D'ailleurs, nous, on pense que c'est pas encore fini. C'est pas encore... En fait, bon, papa, je vous l'ai dit clairement. les FARDC, ouais. N'est-ce pas? Donc, je ne sais pas remettre en cause leur bravoure. Effectivement, nous avons des vaillants. C'est toutes les unités spéciales que le chef de l'État est en train de produire. Nous avons des grands officiers patriotes, effectivement, mais nous ne devons pas ignorer qu'à un moment donné, il y a une mouvance qui est venue du Rwanda, de l'Ouganda, chasser un régime qu'on disait à l'époque dictatorial de Mobutu. On a dissous l'armée qui était la FAZ, Forces armées zaïroises, pour la substituer par les FAC, Forces armées congolaises, avec James Kabarebe comme chef d'état-major. En d'autres termes, nous sommes l'autre armée et la résultante, n'est-ce pas, de l'existence de l'AFDEL. Et l'AFDEL dirigée, l'idée par James Kabarebe, Kabila Joseph, Hippolyte, et toute la suite, qui est devenue FARDC. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Et je voulais dire à l'introduction, quand on a un président qui a dirigé pendant 18 ans un pays, pendant 4 ans chef d'état-major forces terrestres, avec un étranger, James Kabarebe, qui a été chef d'état-major général d'une armée, et un John Numbi qui fut chef d'état-major général et puis inspecteur général de la police, et qu'on ait ensuite un Frank Tomba, un Christian Daiwel, un Christian Chiwewe, qui jusqu'à hier étaient les commandants de ces unités, qui deviennent tous des traîtres. Ça signifie quoi? Le pays est parti. Voilà. Et donc, il faut partir de nouvelles bases. C'est pourquoi le président, il a encore la noble mission de réformer de manière structurelle les systémiques, les services de sécurité. Non seulement d'ailleurs les services de sécurité, même tous les domaines vitaux de la vie de la nation. Ouais. Le gouvernement, les régies financières, les services de sécurité, DGM, ANER, DEMIAP, FARDC, police et que sais-je encore, parce que le verre est dans la pomme. Donc vous pensez que le nettoyage doit continuer, il n'a pas encore fini? On n'a pas encore fini. Il faut une réforme profonde. Bon, je sais vous dire, bon, ça c'est pas, c'est valé la phrase, je l'ai dit. Fall, j'ai dénoncé, c'est Manevra Goma il n'y a pas longtemps. Mais il est maintenant là, il est le numéro 1 de l'Afridex, qui est censé nous produire des munitions et des armes. N'est-ce pas? Charlie Gonza, qui est-il? Moi, je ne mâche pas les mots, je les ai dénoncés depuis longtemps. Ils me pourchassent, mais je ne manquerai pas de les dire. Ouais. Charlie Gonza, il est le produit fini de Kampala Kigali, compagnon d'élite de Bosco Ntaganda, envoyé depuis le Rwanda pour aller tuer les Congolais à Ituri, qui est actuellement à La Haye, qui a reconnu être né au Rwanda, à Kinigi, grandi au Rwanda, intégré l'armée rébellion du FPR-AP. Vous voyez? Et vous voulez me dire quoi? C'est toujours lui, il est le chef d'état-major adjoint chargé des opérations et des renseignements. Si je vous surprenais que c'est lui-même qui propose des nominations des officiers à l'Est. C'est lui qui a béni le commandant secteur à Béni. C'est son petit frère qui s'appelle général de brigade Mugisha. Si je vous surprenais que son directeur de cabinet est maintenant avec Thomas Lubanga. C'est Charlie Gonza qui a quitté Kinshasa vers l'Est avec son colonel là, arrivé à Ituri. Le monsieur a arrivé Thomas Lubanga, Charlie Gonza est rentré à Kinshasa sans papa penser que c'est anodin ça. Mais là, il y a de quoi s'interroger. Qu'est-ce que vous voulez? Le colonel Kisembo, qui est actuellement commandant secteur, secteur Sokola de Nord-Sud Kivu, parce que Sud Kivu a des secteurs, ouais. Nord-Sud Kivu et Sud-Sud. Okay. Comme au nord, nous avons secteur Sokola 1 à Beni et Sokola 2 à Goma. Vous voyez? Ouais. Kisembo, c'est qui? C'est l'ancien compagnon d'élite de Kaganda et de Charlie Gonza. C'est lui qui commande des opérations aussi qui commande le secteur. Le TD à Beni, qui est-il? C'est un ancien de l'IPC de Thomas Lubanga. Le gouverneur actuel de Beni, c'est un ancien de Boussania Moussi. Où est-il? En d'autres termes, Moussa en question, il est où? Il est dans la rébellion. Il a fait l'allégeance à la rébellion, il n'est plus ici. Il est où? Allez le chercher. Vous le voyez apparaître? Il est à la rébellion. Le gouverneur Kakule, là, Evariste Somo Kakule. Dernièrement,
Papa, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait même pas peut-être étaler ici. Il a fait une sortie. Il a voyagé en dehors du pays. Les Rwandais étaient en train de renforcer ses troupes autour de Lubero pour frapper Beni et Butembo. Ouais. Pendant ce temps, ça chauffait à Uvira. Les Rwandais venaient de s'accaparer d'Uvira. N'eût été que les Américains étonnés sur les Rwandais pour dire vous repliez d'Uvira. Butembo et Beni seraient tombés maintenant. Les Rwandais seraient en train de marcher sur Kisangani. Les frappes de drones qu'il y a à Kisangani, c'était déjà planifié. Comme les Américains ont empêché la chute de Beni et Butembo, ils ont fait les kamikazes d'aller attaquer l'aéroport. Et pendant ce temps, quand les Rwandais étaient en train de renforcer Beni et plutôt Lubero, les gouverneurs ont été sortis de la province sans l'autorisation de Kinshasa. Il va se retrouver à l'étranger. 2 jours après, les Américains tournent. Uvira est dégagé par les Rwandais et Somo s'infiltre. Il atterrit encore à Beni en passant par. Donc c'était une idée du genre que ça reste, que ça arrive après moi. Comme ça, c'est toujours comme ça qu'on a toujours fait. Voici, en fait, c'est quoi ça? Même quand Goma était tombé, Fall avait tout planifié et puis il est sorti avant que ça ne tombe. Vous savez ça, non? Ah bon? Oui, c'était ça. Non, moi je ne sais pas. Non! Il fallait tout planifier pendant une année, la chute de Goma, la désorganisation de Wazalendo, la mise en place des systèmes anti-Wazalendo, et puis il est revenu à Kinshasa, une semaine après Goma était tombé. Est-ce que vous avez confiance au nouveau maître de la maison militaire, le général Martin Maloboni? Oui, je pense que... Vous pensez qu'il peut faire quelque chose? Je m'imagine, parce que je l'ai côtoyé une fois en 2023, quand j'arrivais ici à Kinshasa, à peine pour chercher par quelle voie je pouvais atteindre le chef, je l'avais rencontré. Et à l'époque, il avait quand même des aspirations positives, comme un ancien phase d'abord, il était animé par cet esprit de revanche, parce que toutes les phases sont restées vraiment culpabilisés de n'avoir pas défendu les Zaïre et d'avoir été humiliés par les Rwandais. Ils ont d'abord cet esprit de revanche. C'est pourquoi les gens comme Baouma s'étaient démontrés intransigeants. Moudja Mabé intransigeant. Parce qu'ils sont de cette génération-là. Ouais. Malou, je lui fais confiance et j'essaie parce que nos radars sont un peu partout. Jusque-là, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Et il peut corriger certaines erreurs. Oui, j'ose imaginer qu'il peut. Je suis en train de chercher par quel moyen je pouvais même l'atteindre. Parce que je pense que c'est quelqu'un qu'il faut soutenir pour changer drastiquement, n'est-ce pas, et nettoyer de manière systématique tout ce qui est comme pourriture que l'autre, son prédécesseur. Et vous demandez au président de la République d'appliquer la peine de mort? Ça, c'est inévitable. En fait, voilà. Puisque ça traîne. Non, en fait, c'est aussi ça un autre problème. Allez-y. Nous sommes tous chefs de famille, non? Moi et vous. Ouais. Admettons que chez toi, tu dises qu'à 18h, ou pour ne pas exagérer, 20h, les repas doivent être prêts et la faux porte doit être hermétiquement fermée. Quiconque arrive après 20h, il n'entre pas dans la maison non plus, ne mange pas. C'est ça, non? Exact. Et que vous fassiez la légèreté, les tout premiers jours de l'application de cette mesure, il y a parmi tes enfants les plus chouchous qui rentrent à 21h, on ouvre quand même la porte et ils mangent. Tu n'auras plus des ordres à instruire. Parce que les autres diront, mais... Pourquoi pas lui? Oui, pourquoi pas lui? La peine de mort a été levée, non pas par une formule simpliste, c'est en plein conseil des ministres, et puis on a intégré tous les organes de décision. Les FARDC, police, ANR et les autres, et le moratoire a été levé. Garder ces moratoires non appliqués pendant plus d'une année, alors qu'à cette époque, Goma n'était pas encore tombé, Bukavu n'était pas encore tombé, Uvira n'était pas encore tombé, c'est quelque chose s'affaiblir. Les chefs de l'État doivent être intransigeants. On a déjà plusieurs traîtres qui sont déjà arrêtés. C'est question d'y aller de manière méthodique pour ne pas incriminer les innocents. On vit toutes les étapes. Donc, inculpé au premier degré, condamné, interjection au deuxième degré, condamné. S'il faut aller même à la cour de cassation, c'est bon, mais dans un délai qui n'est pas trop long. Toutes les preuves réunies, les audiences publiques, tout le peuple congolais, l'opinion internationale est témoin. Il s'avère que c'est HK qui a trahi, on t'exécute. Et surtout, commencer par les grandes têtes. Parce que vous croyez que ça peut arriver? Papa,
ça doit arriver. Parce que sinon la République sera en train de piétiner ses propres lois, ses propres principes. Et on n'a pas besoin de tuer tout le monde. Parce que dans le jargon bantou, on a toujours dit que les poissons pourrissent par la tête. Ouais. Il suffit seulement, vous savez, dans le système révolutionnaire, au Cuba, même en Russie, même chez le fameux Kagame ici à côté, toute personne qui ose compromettre, ou en Corée du Nord. Même en Chine aussi. Ouais, c'est pareil. En Chine. Contre les intérêts de la nation, quels que soient les services que tu peux avoir rendus hier, CHK, on te prend publiquement. Tu vois? Et là, ça peut directement réduire cet effet audacieux et l'infiltration. Et on n'a pas besoin de tuer tout le monde, monsieur. On n'a pas besoin de tuer tout le monde parce que le système fonctionne par une hiérarchisation. C'est HK qui est à la tête, mais qui entraîne tous les petits au bas de l'échelle. Ouais. On a guillotiné HK, soit tu te remets en ordre, soit tu es en exil, ou soit tu es exécuté. Donc il n'y a pas quatre options. Ou tu es mort, ou tu es en exil, ou tu es en prison. Okay. Et au-delà de ça maintenant, il y a une quatrième option. Même si tu étais en exil, on te pourchasse. Kagame a tué le Setson Chonga au Kenya, il a tué le Patrick Karegeya. En Afrique du Sud, il a tenté plusieurs fois. Son ancien chef d'état-major, Kayumba Nyamwasa, il a kidnappé un Rwandais naturalisé américain, Rusesabagina, depuis les États-Unis. Dubaï, à Kanombe. Tu sais comment il a fait? Non. Vous savez la stratégie? Non. Mais papa, toutes ces stratégies, on doit les multiplier par 10 noms. C'était comment? Kagame a recruté un pasteur. Donc Kagame utilise tout. C'est pourquoi tu vois les clergés congolais se comporter comme ça. Ils sont achetés. Okay. Kagame a utilisé un bishop de renommée qui n'est pas rwandais, qui est au Burundi, mais qui est de sa communauté Tutsi. Okay. Qui est internationalement reconnu. C'est lui qui a approché Rusesabagina pour lui dire: monsieur, tu vois, tu veux quand même attaquer le Rwanda. Moi, je suis burundais, même si je suis Tutsi comme Kagame, tu es aussi mon beau-frère, parce que je le signale que Paul Rusesabagina, sa femme est Tutsi. C'est pourquoi il avait même été prix Nobel pour avoir sauvé autant de Tutsis qui lui sont apparentés par le mariage. Et Paul Rusesabagina a quitté les États-Unis. Il fait confiance à ses prêtres. À ses pasteurs, bishop, sachant qu'il va au Burundi. Au lieu d'atterrir à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, il se voit atterrir à Kanombe avec les menottes. Monsieur, bienvenue chez toi au Rwanda. Non, il est venu de lui-même. De lui, papa, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc on doit pourchasser l'ennemi jusque dans son dernier retranchement, même Kagame, c'est pas... Alors, merci beaucoup pour cette belle histoire, ça nous aide. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Et peut-être pour conclure avec cet entretien, je suis content, puisqu'on s'est vu. On a travaillé à distance très longtemps, et là, on est en face. Est-ce que la disparition de Willy Ngoma, c'est la conclusion, peut-être vous avez un autre message, mais vous allez juste placer un mot là-dessus. La disparition de Willy Ngoma peut changer les choses, peut bousculer la carte. Et c'est votre conclusion aussi. Oui, je vous le certifie. Willy Ngoma n'était pas n'importe qui. D'abord, il s'est confirmé. Parce que les gens disent qu'il était populaire, mais pas important. Non. Populaire, ça dit quoi? D'abord, connu. Non, voici la réalité en fait. Willy Ngoma, c'est bien ce monsieur qui a su se faire passer pour un Congolais avec l'expression facile en français, en lingala, en kikongo, en kiluba, qui se faisait passer pour un grand connaisseur du système, se présentant comme un ancien compagnon d'élite du fait Étienne Tshisekedi, le papa de l'actuel président. Il est parmi les gens qui ont nationalisé cette rébellion du M23 avec une communication fine. Vous voyez? Et de deux, Willy Ngoma a fait toutes les stratégies, je sais vous le dire, il savait manipuler l'opinion. Il savait galvaniser l'opinion autour de leur imbécilité. En Ségolier, il y a le fameux de la CENI, Corneille Nangaa, qui est venu cette fois-ci alors embellir l'affaire. Ça, c'est un. De deux, Willy Ngoma n'est pas mort seul. Il est mort avec d'autres officiers importants. Et puis, ils sont morts dans un lieu qu'ils pensaient avoir sécurisé parce qu'ils ont installé le système anti-aérien
Sauf que nous, on est passé à la capacité supérieure jusqu'à les surprendre. Et ils se sont rendus compte que... Ils ne s'y attendaient pas. Donc maintenant, ils savent que même à Goma, là où Corneille Nanga reste, on connaît c'est où. Là où Makenga reste, je ne sais pas dire ça ici, on connaît c'est où. Papa, je vous dis que, comme le président de la République l'avait dit, ils ne passent plus leur nuit dans leur maison. Comprenez? Ils sont soit au Rwanda, soit dans des Ils changent même des installations. C'est pour dire qu'ils sont en psychose. Nous, nos radars à l'interne nous disent qu'ils se suspectent eux-mêmes. Vous voyez? Ils sont allés jusqu'à développer même des rumeurs selon lesquelles Willy Ngoma a été tué par les FARDC, mais avec des consignes internes. Tu vois? Ouais, alors, ça c'est une action qu'il ne faut jamais négliger. La subversion, c'est parmi les techniques de guerre les plus importantes. Bon, on doit en profiter. Surtout que ce sont eux qui nous ont provoqués. Et je vous signifie maintenant qu'on est en train de se battre toujours autour de Rubaya. Les Rwandais ont renforcé avec 2 autres bataillons de la force spéciale qui sont là. Et ils sont en train de monter les stratégies pour ouvrir d'autres fronts. Nous ne devons pas dormir et penser qu'on a fini. On doit en profiter pour les accélérer, les démarrer une bonne fois pour toutes, comme ils en ont profité de la mort de Chirimwami pour faire tomber toutes les grandes agglomérations jusqu'à Bukavu et foncer jusqu'à Magnola. Donc, apprenons à profiter de toutes les faiblesses de l'ennemi, non pas non plus nous limiter seulement dans notre frontière naturelle, aller au-delà pour aller comprendre ce qui se passe dans les cuisines internes. Parce que tous ces systèmes qui nous font peur, nous on a eu la capacité de les infiltrer. Je sais vous dire, là où ça se en Ouganda, la division entre Museveni et son petit frère Salim Saleh, je sais que vos camarades sont partout. Partout là. L'incompréhension entre Janet Museveni et le fils de Museveni Muhoozi, qui n'est pas le fils biologique de la première femme d'Ab de l'Ouganda, l'incompréhension dans le système NRM, là où certains sont frustrés que ce soit un petit d'hier qui voulait à tout prix devenir le dauphin de son père. Nous savons ce qui se passe au Rwanda, là où les Tutsis ne veulent pas non plus de Kagame parce qu'ils ne tuent pas seulement les Hutus, ils tuent aussi les Tutsis. Je vous ai parlé de Patrick Karegeya, Kayumba Nyamwasa, Kizito Mihigo et les autres, vous voyez. Donc, ce sont ces frustrations que nous devons profiter pour mettre à genoux au Sud-Soudan, par exemple. Ça fait que entre Salva Kiir et son concurrent, le courant n'est jamais passé, mais le Congo ne s'est toujours pas exploité au-delà de nos frontières, ce qui pouvait nous permettre de nous stabiliser. Parce que quand vos ennemis sont en train de s'entre-manger, vous en profitez pour vous réorganiser et vous en sortir fort. Mais quand vous ne savez pas profiter de ces guerres internes qu'il y a chez eux, ils continuent toujours à nous taper dessus. Par exemple, dans notre cas, quand Kagame et Museveni sont en train de s'entre-manger, vous avez vu comment le président de la République, par sa bonne foi, a fait beaucoup de tours à Luanda pour essayer de les réconcilier. Ils sont allés même jusqu'à la frontière rwando-ougandaise pour réconcilier Museveni et Kagame. Mais les simulacres des conflits qu'il créait, quand il a fallu nous attaquer, nous les Congolais, Tshisekedi n'a jamais été témoin de la réconciliation, ni Lorenzo. Vrai ou faux? Ils ont profité de la cacophonie pour nous endormir et puis ils ont frappé quand il les fallait. Et pourquoi pas nous exploiter toutes ces faiblesses internes? L'Ouganda a torpillé les élections, la constitution, il y a une guerre interne, mais nous on observe. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore de services attitrés, parce que ce n'est pas le président qui doit réfléchir sur tous ces aspects. Sur ces aspects. Ce sont ces techniciens qui sont dans les services de sécurité extérieure, dans les services spécialisés, dans des ministères différents qui doivent jauger la température qu'il y a dans tous les États qui sont amis pour leur venir en aide. N'importe quand, les cas échéants, vous avez vécu en Tanzanie, et ce qui se passe chez les ennemis pour savoir enfoncer le clou là où il le faut. Et c'est comme ça que le Congo va s'en sortir puissant. Et le dernier mot peut-être, donc, j'en appelle à la vigilance du peuple congolais, surtout à la résilience. J'en appelle à la proactivité des décideurs nationaux sur le plan de la sécurité. Les chefs de l'État nous ont prouvé qu'ils étaient capables sur le plan diplomatique. Mais la diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans instrument. Nous devons beaucoup plus travailler sur cet aspect. Parce que c'est lui qui donne même la force. Quand vous allez à Washington, vous allez à Doha, et il y a cuisiné Willy Ngoma, et il y a conquis Rubaya, et il y a conquis Uvira, Goma. Là, vous savez parler comme un homme sur ces deux jambes. Vous voyez? C'est pas chaque fois les Rwandais qui doivent nous faire des leçons, et nous on gagne diplomatiquement, mais lui il gagne
militairement. Donc on doit savoir combiner l'aspect diplomatique, militaire et politique pour en arriver au bon port. Et je voudrais interpeller ici les SCC et la CENCO. Moi je suis chrétien, pratiquant, protestant. Mais je n'ai jamais digéré que les clergés congolais défendent les intérêts étrangers au détriment des intérêts congolais. Je suis de cet avis du docteur Mukwege qui dit d'abord la fin de cette agression avant de parler de quelconque dialogue. Martin Fayulu s'est aussi exprimé et je pense que ce n'est pas de la bonne manière. On ne doit pas chaque fois courir derrière les intérêts politiques tout en réservant la part prépondérante à l'ennemi. Le Congo, c'est à nous. N'importe quand on peut parler. Mais dans la logique classique, devant une agression, il y a un intrus qui entre dans ton pays, dans ta maison, il y a un serpent qui improvise. La logique exige que papa, maman mettez d'abord à côté vos différents, et les enfants. Les premiers qui sautent, ils neutralisent le serpent et puis on revient à notre problème après. Des fois, des gros problèmes externes sont des solutions aux problèmes internes. Je ne sais pas si vous savez. Je comprends. Je peux être en conflit avec toi, mon papa, mais s'il y a quelqu'un qui m'agresse, d'abord tu vas m'assister. Ouais. Après m'avoir assisté, je serai reconnaissant que ni de toi, je ne serai pas sauvé. Exact. Je vais encore te compliquer? Non plus. Donc, Martin Fayulu, SSC, Senko, Wazalendo, population et vous tous des médias, FRDC, tout le monde, politicien ou pas, derrière le chef de l'État. Ouais. Mettons faire l'agression Rwanda, Ouganda, Kenya, sud-soudanaise contre notre pays et revenons maintenant pour parler de ce qui est élection, de ce qui est partage de pouvoir, de ce qui est démocratie. Parce que on n'en peut rien si on n'a pas les Congo réunis. Les Congo forts et prospères. D'accord. Merci beaucoup, Gilles Mulumba. Merci. J'ai oublié la question sur les dialogues, mais on va en parler dans une autre, dans un autre entretien prochainement. Merci beaucoup, chers amis. Vous avez suivi avec attention cette émission. Et si vous avez aimé, je souhaite voir vos commentaires. Je souhaite voir vos questions à Gilles Mulumba. J'aurai peut-être l'occasion de les voir encore dans la vie. Puisque il a toujours été de notre côté pour répondre à toutes les questions quand il en a l'occasion et la disponibilité. Merci infiniment de nous avoir suivis. Vous avez aimé partager cette émission, vous pouvez toujours couper. Je vous autorise de couper et de partager dans vos groupes différents, dans vos plateformes différentes, et c'est toujours le Congo qui gagne. Merci et je vous retrouve très prochainement pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir.